Oleg Sentsov, libéré par Moscou, a mis en garde l'Europe contre la Russie qui veut faire revivre à l'Ukraine, qui veut vivre l'Ukraine à genoux. Lors d'un discours devant le Parlement européen, le cinéaste ukrainien a appelé les Européens à ne pas céder aux tentatives d'apaisement concernant la Russie de Vladimir Poutine. Oleg Sentsov a reçu le prix Sakharov, vous le voyez, prix Sakharov des droits de l'homme qui lui avait été attribué par le Parlement européen alors qu'il était encore en prison. Caroline de Camaret l'a rencontré. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen de Strasbourg. Nous recevons aujourd'hui le cinéaste Oleg Sentsov, opposant à l'annexion de Crimée. Il a été emprisonné en Russie pendant 5 ans, libéré le 7 septembre dans le cadre d'un échange de 70 prisonniers ukrainiens et russes. Bonjour Oleg Sentsov, vous parcourez le monde pour délivrer quel message ? Voilà, j'ai deux sujets essentiels. Premièrement, c'est l'agression russe contre l'Ukraine. Ce n'est pas terminé, ça continue, ça dure depuis plus de 5 ans. Et toutes les astuces de Poutine pour arrêter les négociations de façon malhonnête, il a capturé un territoire. Ensuite, c'est le Boeing malaisien qui a été abattu. Donc, les choses affreuses qui se sont passées en Ukraine. Et surtout, ce sont des choses qui se font en cachette. La guerre n'est pas déclarée officiellement. Bien sûr, à l'extérieur, c'est un pacificateur, c'est un homme pacifique. Et ensuite, je voudrais parler des prisonniers politiques ukrainiens qui restent en Russie. C'est plus de 100 personnes. Essentiellement, ce sont les Tatars. Et 200 personnes se trouvent dans les prisons de Donbass et de Lugansk, qui ont été attrapés par les militaires russes. Donc, notre libération s'est bien passée, mais les autres restent. Effectivement, annexion de Crimée en 2014, une guerre, 13 000 morts déjà avec des séparatistes pro-russes, les Occidentaux et l'Ukraine qui disent que Moscou soutient ces pro-russes et Moscou qui dit que depuis l'élection de l'ex-comédien Volodymyr Zelensky en Ukraine, il y a une certaine détente. Qu'est-ce qui est vrai pour vous ? Oui, bien sûr. En Ukraine, nous avons une certaine fatigue de la population de cette situation, une sorte de passivité de la majorité. Ça n'existait pas avant, ça n'existait pas à Maïdan, ça n'existait pas avant. Parce que actuellement, les gens sont passés tout le temps devant leur écran de téléviseur. Et ensuite, ils veulent simplement vivre mieux, puisque la vie en Ukraine s'est empirée. Donc, ce sont des facteurs extérieurs et intérieurs. Le résultat, les élections de Zelensky. Mais vous devez comprendre que l'élection de Zelensky, c'est plutôt le vote contre Poroshenko, puisqu'il était sincère, c'est un homme énergique, il veut avoir des changements dans le pays, donc il veut finir avec la guerre Donbass, donc c'est bon. C'est pour ça qu'il a été élu. Ça aurait été possible s'il n'y avait pas Poutine. Mais c'est Poutine qui essaie d'utiliser la position pacifique de Zelensky pour capturer l'Ukraine, non pas de façon militaire, mais de façon politique, de façon soft, pour anéantir l'Ukraine. Et c'est nous qui résistons contre ça. Justement, à Paris, à l'invitation d'Emmanuel Macron, avec la chancelière allemande, un sommet effectivement quadripartite est organisé le 9 décembre. Certains en Ukraine ont manifesté pour dire qu'il s'agissait probablement d'une capitulation face à la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sommet, justement ?
Oui, non, je parlerai pas dans ces termes. Non, bien sûr, le président a été élu par la population. Et Poutine était élu, plus ou moins. Il a des électeurs. Mais je juge les gens comme ça. Je juge notre président Zelensky d'après les faits. Je vais voir ce qui va se passer pendant les négociations. Il a eu déjà des protestations en Ukraine et il comprend très bien comment le peuple va se comporter s'il cède à Poutine. Donc je ne parlerai pas de la capitulation, ça s'appelle Zrada en ukrainien, c'est trop tôt d'en parler. Alors, vous avez été prix Sakharov 2018 du Parlement européen, précisément, un prix pour la liberté d'esprit, mais vous n'avez pas pu le recevoir en 2018. Qu'est-ce qu'il vous a apporté pour vous ce prix, une visibilité? Vous considérez d'ailleurs qu'il a participé à votre libération? Bien sûr, ça a participé. Mais c'était comme des pièces de puzzle et comme une espèce de poids supplémentaire sur la balance. Et ensuite, il y a eu quand même la protestation des gens du cinéma et le Parlement européen, bien sûr. Et petit à petit, ça a pesé, et ça pesait fortement, et Poutine n'avait pas d'autre solution que de me relâcher. Vous avez d'ailleurs écrit en prison 145 jours de grève de la faim, de la torture, un séjour très difficile, un carnet intime que vous allez publier? Non, pas le carnet intime. Simplement, je n'ai pas encore eu le temps, mais il va être publié l'année prochaine, ce carnet intime. Mais c'est un document qui sera intéressant, puisque au lieu d'en parler, les gens pourront lire, puisque j'étais à la limite de la mort et donc j'étais très sincère. Je sais que ce n'est pas agréable à lire ce genre de prose, mais c'est une prose honnête. Je donnerai sans hésiter, pour éditer sans hésiter de façon supplémentaire. Vous avez parlé de ce vol de la Malaysian Airlines, le Boeing MH17 qui s'est écrasé, la Russie évidemment soupçonnée, et en même temps que l'échange de 70 prisonniers, effectivement, un témoin clé, Vladimir Tsemak, qui a été libéré dans l'autre camp pour retourner en Russie. Vous avez l'impression que Poutine essaye d'effacer les traces ? Alors, si Tsemak avait une information, il aurait été effacé depuis longtemps. Bien sûr, Poutine en est très inquiet, puisqu'il n'a pas de chance, Tsemak. Et donc n'importe qui aurait touché à ce problème aurait été anéanti. S'il y a 100 Tsemak, les 100 personnes seront écrasées. Si c'est lui qui a donné l'ordre de faire tuer Zakharchenko en plein jour, ceci ne peut pas être par quelqu'un d'autre que la FSB. Et donc Tsemak aurait pu être anéanti très très vite. S'il savait quelque chose, c'est la partie hollandaise qui aurait donné cette information. Et l'Ukraine n'aurait jamais libéré ce prisonnier. Il a été donné par les Ukrainiens puisqu'il ne représente aucun intérêt. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine selon vous vis-à-vis des Européens? Comment vous interprétez finalement ces initiatives? Vladimir Poutine par rapport aux Européens, vous avez l'impression qu'il est dans cette stratégie de détente ou dans une stratégie de confrontation? Il a une seule stratégie, c'est l'organisation de ses ambitions pour construire un État puissant, autoritaire,
qui serait subordonné à lui tout seul. Il contrôle tous les pays qui sont sous ses ordres. Ce sont les républiques de l'ex-URSS, Biélorusse, Moldova, Ukraine, Géorgie, Arménie, Kazakhstan. Ça, c'est sa zone d'influence. Lorsque la Géorgie a voulu en sortir, elle a été punie. Elle a été punie par l'Abkhazie et par la Ossétie. Avec l'Ukraine, c'est le même schéma. Voilà sa stratégie. Il veut être un joueur mondial. Un joueur mondial qui voudrait subordonner et l'Europe et qu'on écoute en Amérique. Voilà sa stratégie. Il n'a pas besoin ni Donbass ni les Crimées. Il veut simplement avoir l'influence dans la région. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas de paix, il ne veut pas de liberté. Non, ce n'est pas un homme comme ça. Donc en comprenant ça, nous savons que c'est simplement un trappe-souris. Et il utilise Zelensky pour arranger ces choses à lui. Et donc vous espérez finalement protéger votre pays, l'Ukraine, peut-être en l'arrimant mieux à l'Union européenne et même en entrant dans l'Union européenne, vous voulez une perspective d'adhésion, c'est ce que vous demandez aux Européens? Ce n'est pas seulement moi, c'est la majorité des Ukrainiens, d'après les opinions. C'est la plupart des Ukrainiens qui veulent entrer et dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est notre protection économique et militaire. Nous ne comptons pas sur la Russie. Nous ne pourrons être forts seulement en entrant en Union européenne. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Oleg Sentsov. Merci.